Je ne connais personne sur la planète qui, faisant son métier sérieusement, meurt de faim. Salut, j'espère que tu vas bien. Alors aujourd'hui, je voudrais te parler de l'importance d'avoir des personnes qui te connaissent véritablement, d'avoir des amis qui vont te dire « Ok, tu devrais suivre cette personne parce que je pense qu'elle peut t'aider sur ton projet ou qu'elle va t'inspirer ou que tu peux l'inspirer. » C'est ce qui s'est passé avec l'invité du podcast du jour, Eddie Francisque. C'est une amie qui me l'a recommandé, qui m'a dit « Nto, il faut absolument que vous suivez, que vous parlez un peu parce que vous ressemblez sur certains aspects. » Je l'ai écouté et après plusieurs rencontres, on a fait un podcast dans lequel il parle de tout son parcours. Alors si tu ne connais pas Eddie Francisque, pour te faire simple, c'est un musicien, c'est un danseur, comédien, peintre, artiste polyvalent, entrepreneur, coach, fondateur de l'école Racine des Arts, bref, quelqu'un qui a fait beaucoup de choses, qui a un vrai background, qui sait de quoi il parle. Et on s'est retrouvés, on a parlé de son parcours bien évidemment, et aussi de comment vivre de la musique ou de sa passion, comment faire quand tu as plusieurs compétences, talents, passions, plusieurs projets en même temps, comment est-ce que tu fais pour t'organiser, pour avoir le plus de résultats. On a aussi parlé de comment se créer des opportunités quand tu arrives dans une ville que tu ne connais pas, comment bien gérer la pression, comment aussi trouver des clients pour ses coachings, comment être aligné avec soi-même, enfin bref, beaucoup de choses qui vont t'inspirer. Cette conversation, on l'a vraiment faite en mode détendu, donc voilà, c'est un peu comme si tu étais avec nous, on rigole, il y a des blagues, c'est vraiment un moment de plaisir, donc elle est à toi. Je te dis à tout à l'heure, bonne écoute. Ok. Yes. Bah écoute, bienvenue chez moi. Voilà, c'est chez moi. Yes. Aussi. Le gros restaurant, voilà, il y a un tableau dans mon salon. Dans ton salon. Ouais, je vois un beau tableau blanc. Un beau tableau que j'ai pas bien nettoyé, mais bon, écoute, on peut pas être parfait. Et, Yes. Et ouais, bah écoute, ouais, comme je te disais, Oui. j'ai jamais eu l'occasion de te rencontrer véritablement les années où j'étais vraiment à fond dans la musique, pourtant chercher des solutions et tout. Et des amis en commun m'ont dit hey, tu devrais absolument suivre Eddie Francisque. Yes. Donc évidemment j'ai commencé à taper, je t'ai rajouté sur Facebook. Mais tu sais, quand tu rajoutes des gens sur Facebook, tu as plein de personnes que tu ajoutes, tu as plein d'amis, mais tu parles pas forcément à tout le monde et forcément tout le monde ne t'intéresse pas. Ouais. Mais toi, la chose qui m'a marqué avec toi, c'était ton dynamisme. C'était le fait que tu étais tout le temps présent, tu vois, que tu postais tout le temps des choses et que tu parlais tout le temps de choses qui avaient un lien avec le développement personnel, ce que je trouve hyper intéressant, également la musique. Et je me suis dit qu'il fallait absolument que je te rencontre, qu'on parle un peu. Et déjà pour commencer, que je sache un peu et que les gens sachent, parce que tu n'en parles pas tant que ça, comment est-ce que tu es arrivé dans la musique tout simplement déjà, parce que c'est ce que tu fais de base, tu fais plusieurs instruments, Oui. multi-instrumentiste, tu t'écris, tu coaches, tu fais plein de choses. Comment se passe déjà ta rencontre avec la musique? Ça se passe très naturellement, parce que ça a commencé avec mon éducation. Mon père est musicien, D'accord. donc très tôt à la maison, il y avait beaucoup de musique. Mon père est saxophoniste, et il est aussi compositeur, donc voilà, j'ai approché la musique de cette manière-là. Ma mère, c'est une danseuse, donc plein de musique à la maison, des musiques traditionnelles, des musiques de toutes les régions du monde, afro, américaine. Voilà, jusqu'à mes 19 ans, je n'ai pas arrêté d'écouter de la musique à la maison. Ok, tu as écouté de la musique, mais est-ce que tu faisais de la musique? Alors j'ai commencé à en faire dès l'âge de 16 ans. Ok. Ma mère m'avait offert un petit Torg. Ok, des claviers. Voilà, et j'ai appris à jouer comme ça, en autodidacte. Et puis, on n'avait pas les moyens, donc elle n'avait pas les moyens de me payer un piano, même un vrai piano électrique, quoi. Donc, je me suis inscrit dans une école à Fort-de-France, parce que je suis de la Martinique. D'accord. Et j'ai commencé à chercher, à jouer, à prendre des cours. Alors j'ai voulu faire basse, j'ai voulu faire piano. Piano c'était difficile parce que pour la raison de moyens. Et puis c'est en me faisant éjecter du cours de basse que j'ai atterri en cours de batterie. Ok, donc tu as pris des cours de basse. J'ai même pas pris des cours. C'est-à-dire, premier cours, première session, le prof il dit qui a une basse? Moi. Qui sait lire en clé de fa? Je ne savais pas lire la musique. Ok, tous ceux qui n'ont pas de basse et qui ne savent pas lire, dehors.
Ça s'est passé comme ça. Tu as commencé par la batterie. J'ai commencé par la batterie, voilà. Et là, j'ai découvert un univers magnifique avec un professeur extraordinaire qui nous apprenait à lire tout en jouant. Et c'est comme ça que, inconsciemment, involontairement, je me suis mis à jouer. Comment dire? Quand je lisais une partition, je jouais dans ma tête. C'est d'ailleurs grâce à ça que j'ai passé, en 4 ans de conservatoire, j'ai fait 2 examens par an, j'ai eu mon prix du conservatoire de cette manière-là, parce que j'avais toujours pas de batterie à la maison. Donc ça m'a beaucoup aidé. Et puis aussi, ça m'a appris à chanter en jouant. Donc le fait de processer tout en se visualisant sur l'instrument et en visualisant les notes, eh bien j'ai pu poser la voix naturellement, parce que j'adorais chanter. Donc c'est comme ça que j'ai pu chanter en jouant. Ok, c'est hyper intéressant. Je sais qu'il y a pas mal d'artistes, tu vois, comme Lenny Kravitz ou Phil Collins, ou tu vois, le batteur des Eagles, tu vois, qui chantent en même temps, qui justement ont cette logique-là. Prince. C'est Prince aussi, ouais. Et c'est pas évident. Non, c'est pas évident. Et je dirais que tous les grands chanteurs que je connais, enfin ceux que j'aime en tout cas, ils ont tous été percussionnistes. Stevie Wonder, White des Earth, Wind & Fire, Maurice White. Ouais. Tous des percussionnistes, et c'est tellement important. C'est tellement important de maîtriser le rythme quand on chante ou quand on compose, quand on crée en tout cas. Waouh. Ouais. On peut aussi citer Marvin Gaye. Absolument. J'étais batteur aussi. C'est fou, hein. C'est fou. Ouais. Mais j'ai fait un peu de conservatoire aussi. Je sais qu'il y a des gens qui vont au conservatoire. Je sais que le conservatoire, déjà, c'est moins cher pour certains parents que le centre de loisirs. Tu vois, donc certains parents mettent leurs enfants au conservatoire, ils sont tranquilles. Par défaut. Et puis les enfants sont là par punition. Tu vois, donc t'aimais la musique, mais quand est-ce que la vocation de faire de la musique à plein temps et d'en vivre est venue? Alors, c'était pas une vocation, c'était une décision. Une décision, ouais. Ok. En fait, même si j'avais des parents artistes, ils voulaient pas qu'on fasse ça comme métier, quoi. Pourquoi? Parce que justement, eux, ils étaient artistes. Ils étaient artistes, mais ils avaient un métier à côté, et pour eux, c'était plus un divertissement qu'autre chose. Donc mon père jouait le week-end, il jouait dans des balles, ce genre de choses, même s'il avait un groupe qui faisait 2 albums par an, qui était très prolifique, mais dans la mentalité, c'était pas vraiment le truc aux Antilles qu'on mettait en avant, quoi. La musique et l'art, c'était plutôt un truc convivial, ou qu'on faisait comme ça, comme un amusement, tu vois. Et donc j'ai tellement entendu dans mon enfance et ma jeunesse que voilà, tu vas pas arriver à en vivre, c'est pas un vrai métier, etc., etc., que je crois que j'avais 16 ans, j'ai pris la décision que j'allais en faire un métier. Depuis, je n'ai jamais travaillé pour un patron. Donc tu as pris la décision, comment est-ce que tu prends une décision? Tu prends la décision, tu le dis, tu l'écris, tu fais une action, qu'est-ce qui s'est passé? Je me souviens encore, j'étais en train de marcher sur le trottoir, j'allais prendre mon bus pour rentrer chez ma mère. Et c'est arrivé dans ma tête, la décision. Je devais vivre, peut-être qu'à ce moment-là, je vivais une humiliation, un truc too much, quoi. Et à ce moment-là, je me souviens encore, j'ai décidé dans ma tête, je serai musicien, artiste professionnel. Et c'était parti. Tous les choix que je faisais à partir de là, eh bien, c'était des choix sérieux. Voilà. Pareil, quand je suis arrivé à Paris… Pourquoi est-ce que tu es venu à Paris d'abord? C'était pour retrouver mon père au départ. Parce que je n'ai pas connu mon père quand j'étais petit. Et donc, je rencontre mon père à 20 ans. Et donc, à ce moment-là, c'était le moment de justement me rapprocher de lui, et éventuellement créer, être plus à l'aise. Eh ben non, ce n'était pas le cas, puisqu'il avait gardé le même état d'esprit. Et donc, j'ai dû m'inscrire au conservatoire, m'inscrire en école d'art, puisque je suis aussi peintre. Oh. Ouais, je suis aussi peintre. Tu vois, les belles toiles que tu as chez toi. C'est moi qui les ai faites. Ah bah oui, c'est vrai, j'ai complètement oublié. Où est-ce que j'ai fait? Voilà, donc j'ai fait les Beaux-Arts, en Martinique. Et puis, je suis arrivé à Paris, j'ai dû m'inscrire moi-même dans une école privée, dans laquelle je suis passé professeur 2 ans plus tard. Incroyable, tu es venu en tant qu'élève et tu es passé professeur. Voilà. Et 1 an après, j'étais directeur de l'école. J'avais 27 ans. Et après, tu as acheté l'école?
Non, ça m'intéressait pas. C'était pas une bonne affaire. Mais waouh, ok. Mais attends, déjà, pour revenir, déjà, comment est-ce que tu fais pour financer en arrivant dans une ville qui n'est pas la tienne de base, pour financer une école d'art? En fait, privé. Voilà. Oui. Ben, faut se bouger le cul. Faut descendre dans la rue, coller les affiches. Faut passer des cols, appeler, faire des partenariats, ce genre de choses. Et puis inscrire des gens. Donc je faisais tout. Okay. J'étais à la fois au bureau, dans Paris, en train de coller des affiches et en cours à délivrer. Et si tu devais aujourd'hui recommencer, si aujourd'hui tu avais 16 ans et que tu disais, ok, 20 ans quand tu arrives à Paris, ok, je dois vivre de la musique, comment est-ce que tu t'y prendrais aujourd'hui avec tout ce qui est à notre disposition? Wow, aujourd'hui, le game a changé. Hein. Donc, j'aurais fait exactement comme je fais en ce moment. Donc, je me focalise sur un réseau social qui me plaît et puis je fais fonctionner beaucoup le bouche à oreille. Donc, je m'expose. Mon école a démarré comme ça, hein. Racine des Arts a commencé comme ça, c'est-à-dire que c'était des gens qui venaient me voir en concert et en leur posant des questions, en discutant avec eux, je me suis rendu compte qu'il y avait des gens de 30 ans, 35, 27 ans qui aimaient l'art, qui aimaient un instrument mais qui ne pratiquaient plus, ils avaient arrêté et je me suis posé la question, qu'est-ce qu'il y a pour ces gens-là? Ils sont trop vieux pour le conservatoire. Ils ne peuvent pas faire une école spécialisée musique parce que c'est trop cher. Et il reste que les copains à se débrouiller comme ça. Donc je me suis dit que je vais créer une structure pour ces gens-là qui ont besoin d'outils sérieux. Voilà, ça j'y tiens. C'est-à-dire qu'on a créé une structure où on fait de la transmission de savoir-faire et les gens viennent pour des outils sérieux. Ok. Voilà. C'est hyper intéressant. D'où la notion de coaching. On en parlera un peu plus tard. Yes. Donc déjà pour revenir à ta vingtaine d'années, donc tu arrives à Paris, tu fais des petits jobs, tu deviens professeur dans l'école dans laquelle tu étais élève, après tu deviens directeur, et après quelle a été la suite, comment se passe ta carrière, par exemple les 5 premières années à Paris? Quel souvenir tu regardes? Alors, je me souviens encore, j'étais directeur de l'école et j'étais en pause. Et puis je mets la radio et j'entends un morceau de Donald Fagen, un reggae. Les chœurs, ça m'a ému aux larmes et je me suis dit, ok, là j'ai 27 ans, j'ai pas envie de devenir un professeur à la longue barbe blanche qui fait ça pendant 30 ans. Et je me suis dit, la musique m'appelle. Donc, environ 3 mois plus tard, je quitte Paris, je vais vivre dans le sud. J'avais rencontré un groupe en Corse qui venait du sud de la France. Et puis j'ai intégré ce groupe-là, voilà, tout simplement. Et on est resté 6 ans à jouer ensemble dans le sud de la France, Cannes, Nice, Saint-Tropez, Saint-Raphaël, Fréjus, la Grèce. Après on est parti en Norvège, c'était un super groupe. Tu faisais quoi? Tu faisais de la batterie dedans? Je faisais de la batterie, donc je suis arrivé en tant que batteur, ensuite batteur choriste et batteur chanteur lead. Waouh, c'est ça qui est hyper intéressant avec toi, c'est qu'à chaque fois il y a des progressions. Il y a des progressions. Et après tu es devenu manager du groupe. Oui, parce qu'en fait au bout d'un moment… Non, oui et non, c'est-à-dire que parce qu'au bout d'un moment j'ai décidé qu'on allait faire un album. Et j'ai dû motiver tout le monde à ce qu'on se mette à composer tous les après-midi et que finalement on crée pour l'album. Et puis l'album est sorti. Bon, bien sûr, ils m'ont imposé de créer la pochette. Ils se sont dit, voilà, tu feras la pochette. Et puis comme tu habitais à Paris, tu vas faire les démarches pour l'impression. C'était pas très cool, hein? C'était un peu de ma faute, c'est moi qui les ai embarqués dans le truc. Wow. Donc voilà, c'était une belle aventure. Donc tu as dit que tu étais batteur, mais tu chantes aussi, tu fais d'autres instruments. Comment est-ce que… Tu peux me parler un peu de ton process d'apprentissage? Tu sais qu'il y a beaucoup de gens, surtout dans le développement personnel, qui conseillent vraiment de se concentrer sur une seule chose. Toi, c'est pas vraiment ce que tu as fait. Comment est-ce que tu fais pour gérer ça et comment est-ce que tu fais aussi pour l'accepter? En fait, quand tu es un haut potentiel, tu as le cerveau qui tourne tout le temps.
Et ça peut même porter préjudice, parce que tu peux même ne pas dormir la nuit, tu vois, tu es en mode hyper créatif comme ça. Donc moi, ce que j'ai constaté, c'est que je ne fais que ce que j'aime, et je le fais à fond. Donc souvent, on nous dit, voilà, trouve un truc dans lequel tu vas exceller, et puis mets le reste de côté. Et quand je dis que je suis batteur, comédien, peintre, etc. Ouais. Quand je dis ça, on me dit ouais, mais t'es quoi exactement? Mais je suis ça. Je suis ça. Ben oui. Le truc, c'est que je n'ai pas tout fait en même temps. C'est ça qu'il faut comprendre. Je n'ai pas tout fait en même temps. Donc, quand j'ai travaillé la batterie, j'ai travaillé sérieusement au conservatoire et en plus dans une école privée à Agostini à l'époque. Et puis je suis parti à New York, j'ai fait ça sérieusement. Quand j'ai travaillé le chant, hein, parce que je chantais déjà, mais je n'avais pas vraiment commencé à travailler le chant avec un coach. Quand j'ai commencé à travailler le chant, j'ai arrêté la batterie pendant 1 an et demi. Ok ? Et on peut faire beaucoup de choses en 1 an et demi. Et on peut faire beaucoup de choses. Et puis quand tu es déjà professionnel et qu'on t'appelle pour des contrats et que tu annules parce que tu as fait un choix, ben voilà, tu vois. Donc j'ai arrêté la batterie pendant 1 an et demi et là c'est pareil, j'ai fait la Bill Evans Piano Academy à Paris pour la prof de chant qui était là-bas, qui était super, j'espère qu'elle y est encore. Et je suis parti à New York, j'ai rencontré les collaborateurs de Seth Riggs, je ne sais pas si tu connais Seth Riggs. Le prof de chant? Yep. Oui, je l'ai eu au téléphone quand j'étais à Los Angeles. Boom. Pour prendre un cours avec lui. Boom. Tu vois, lui c'est le master. Il m'a dit qu'il coachait Stevie Wonder donc il pouvait pas, tu vois. C'est ça, c'est le problème. Et oui, tu vois. Ouais. Donc travailler avec ces gens-là, tu es tout de suite parmi les meilleurs et tu comprends comment ça fonctionne, vraiment. Ben voilà, 3 ans avant, j'étais à New York avec Jim Chapin, qui est un grand technicien de la caisse claire. J'ai eu la chance de prendre un cours individuel avec Jim Chapin, quoi. Donc, à chaque fois que je faisais quelque chose, je le faisais à fond. Une chose à la fois. Donc c'est quelque chose que tu conseillerais en gros. Yep. C'est-à-dire que si tu es multitalent, décide de ce que tu vas faire cette année et puis tu t'y mets à fond, quoi. Et le reste, ben, ça te sert à te détendre, tu vois, en mode hobby, tu vois. Mais quand j'étais, par exemple, dans cette école privée, j'étais élève 7 jours sur 7. J'étais le premier à arriver, le dernier à repartir. Wow. Du coup, d'ailleurs, quand l'école m'est revenue en tant que directeur, mon collègue, c'était mon professeur. C'est incroyable. C'était top. C'est incroyable. Et c'est là que la vie est surprenante et ça arrive souvent ce genre de choses. Tu sais que, moi, il y a quelques années, on m'avait appelé pour parler dans mon ancien collège-lycée en tant que speaker, pour raconter mon parcours. Et du coup, après, je me suis retrouvé avec mes professeurs à parler, on était des collègues, tu vois, dans la salle de prof, et je dis, mais attends, c'est ça. Et toi, tu as dû te dire ça aussi, tu as dû dire, attends, il y a 2 ans, j'avais pas le droit de venir dans cette pièce. Exactement. Et c'était pareil pour Racine des Arts. J'ai découvert le coaching grâce à des coachs. Et c'est vrai que quelques mois plus tard, je me surprenais. C'est ma collaboratrice qui m'a fait la remarque. Elle me dit, mais attends, tu es en train d'inviter ton coach, ton ancien coach, à intervenir dans ton école. Et je n'avais pas le recul, je n'avais pas capté ça parce que moi, j'aime les gens et j'aime les connexions et je ne me pose pas la question, quoi. Et bon, voilà, mon coach est intervenu dans mon école pour une conférence et j'ai trouvé ça génial. C'est incroyable, c'est beau en fait. C'est ça. C'est beau. Et d'ailleurs, pour les hauts potentiels, justement, quand tu as envie de faire plein de choses et que tu te dédies à une seule chose, tu avances très vite. Très vite. Parfois, il faut brûler les bateaux pour tracer. C'est-à-dire, c'est comme une lampe, une ampoule électrique. Tu vois, quand tu as une ampoule électrique au plafond, ça éclaire tout. Ouais. Mais ça ne va pas bien loin. Mais quand tu prends tous les faisceaux et que tu diriges dans une seule direction, là, tu as un laser. Et là, ça va très loin et très vite. Et c'est très précis aussi. Et c'est très précis. Laser. Voilà. Wow. Donc quand je suis en mode batteur, je suis pas pareil, je suis pas le même. Quand je suis en mode peintre, je suis très différent. Et du coup, comment est-ce que tu as fait pour vivre de la musique concrètement? Parce que c'est vraiment, encore une fois, quelqu'un qui est un enfant qui va dire à ses parents qui veut faire de la musique, on va lui dire professionnellement.
Mais c'est pas un vrai métier. Mais oui. Soit avocat, soit médecin. Tu vois, t'as réussi parce que c'est important que les gens voient que ça existe, tu vois, et que t'es pas forcément obligé d'être Michael Jackson et d'être, tu vois, que tu peux trouver un juste milieu et peut-être même être plus heureux qu'avec ce niveau d'exposition. Absolument. Comment est-ce que on fait, ou comment est-ce que tu as fait plutôt, pour vivre de la musique? Première chose, n'écoutez pas les médias. Ah bon? Non. Pourquoi? Parce qu'ils nous racontent des histoires. Ils inventent ou ils encensent, tu vois. Donc, première chose, parce que sinon, on peut très vite partir dans un fantasme. C'est-à-dire que, voilà, quand je vois Céline Dion ou quand je vois Johnny Hallyday ou quand je vois des stars, je me dis que être chanteur, c'est ça. C'est pas que ça. Okay. Il y a plein de choses qu'on peut faire avec la voix, qui sont des métiers qui payent bien et qu'on peut en vivre. Qu'est-ce qu'on peut faire par exemple? Par exemple, on peut faire des voix off, on peut faire les voix pour des pubs, on peut faire, tu vois, travailler pour des films, ce genre de choses. On peut faire de la radio, on peut faire plein de choses. La voix peut nous amener dans plein de directions. Mais même si on veut devenir chanteur, on a tendance à, et je le dis par expérience, beaucoup de gens veulent devenir chanteurs parce qu'ils aiment ça et ils sont fascinés par ça. Donc c'est proche d'un fantasme. Alors que le chant, c'est une vocation. J'ai envie de me donner à ça. C'est ce que je comprends par vocation. J'ai envie de miser sur ça. C'est-à-dire combien tu es prêt à mettre sur la table en termes de temps, d'années et d'argent pour être un chanteur. Ouais. Tu vois, c'est pas combien d'étoiles j'ai dans les yeux, tu vois. Voilà, donc ça suppose qu'il faut être rigoureux, travailler régulièrement. Donc il y a un secret, hein. On dit qu'il n'y a pas de secret. Souvent dans le métier, on dit ouais, il n'y a pas de secret. Hein. Ben oui, il y en a un. Il faut bosser. C'est ça le secret. Le secret de la répétition. Il faut répéter. Tu vas évoluer quoi qu'il arrive. Et donc, je ne sais plus ce qu'on disait. Tu me parlais de comment vivre de la musique. Oui, c'est ça. Donc, checker que justement qu'on ne soit pas dans un fantasme, travailler, le principe de la répétition, être focus, savoir ce que tu veux, et faire les bons choix. Faire les bons choix. Ok. Attends, donc déjà, travailler, c'est bien. Être focus, donc être concentré. Quand tu parles de concentration, c'est par exemple ce dont tu as parlé pour les hauts potentiels. Par exemple. Okay. Ouais. Tu penses à autre chose? Quand on travaille son instrument, ou que ce soit sa voix ou la prestation scénique, c'est important de se documenter et d'avoir un coach. Pourquoi? Parce que dans l'art, c'est difficile de te regarder toi-même dans ton évolution. Tu vois? Et c'est comme dans tout, que ce soit dans le sport, si tu veux atteindre un haut niveau, c'est impossible d'y arriver seul. Mais tu sais très bien que la principale objection justement de ces gens-là, ça va être « Ouais, non, mais je suis artiste, j'ai pas d'argent. » Comment est-ce que comment est-ce que ces gens peuvent, comment est-ce que les gens par exemple que tu coaches font en général quand ils veulent? Si t'as pas d'argent, aie énormément de certitude, ou alors aie énormément d'énergie. Ok. Quand je suis arrivé à Paris, j'étais pauvre, sauf que j'avais gardé mon dossier des Beaux-Arts avec moi. Et quand je suis arrivé dans le bureau de la directrice, j'ai sorti mon dossier et j'ai dit voilà ce que je fais. Et dans ce qu'elle voyait, il a bossé, il est sérieux et il est déterminé. Donc j'avais énormément de certitude. C'est elle qui m'a proposé de... voilà. Donc je lui ai dit j'ai pas d'argent à l'époque. Transparence. Voilà, transparence. Mais je suis prêt à m'engager. Et c'est elle qui m'a dit voilà, nous cherchons des profs. Donc tu vas faire tout le programme en tant qu'élève et ensuite tu seras prof. Incroyable. Donc j'ai remboursé mes cours avec les sous que je gagnais en tant que prof 1 an plus tard. Mais c'est là que tu vois qu'en vérité, quand tu veux, qu'il y a toujours des moyens. Et moi j'aime beaucoup parler de l'art des gens en fait. C'est que tout ce qu'il y a sur cette planète, tu peux tout obtenir sans argent, juste parce que tu as des bonnes compétences sociales ou parce que parce que voilà, l'argent c'est ce qu'on donne parce que c'est tout ce qu'on a. C'est jamais une question d'argent. C'est toujours une question de qu'est-ce que tu veux.
Qu'est-ce que tu veux vraiment? Voilà. Et tu vas toujours trouver la personne avec laquelle tu vas faire le game. Si tu sais ce que tu veux vraiment et que tu es déterminé, tu vas trouver la personne. Puissant. Et puis, franchement, quand on dit ouais, c'est pas un métier, je ne connais personne sur la planète qui, faisant son métier sérieusement, meurt de faim. Si tu fais, quel que soit le métier, si tu le fais bien, tu le fais sérieusement, tu ne meurs pas de faim. Ouais. Et surtout, tu te rends compte qu'il y en a d'autres qui ont réussi à le faire. Bien sûr. Et c'est ça, en fait. C'est là que c'est important d'étudier les anciens. Tu vois, tout à l'heure, quand tu me parlais de Stevie Wonder, de Maurice White, tout ça, d'étudier ce qui a été fait, parce que voilà. Ils avaient peut-être moins de ressources à l'époque. Absolument. Mais ils étaient tellement déterminés. Je te garantis. Franchement, posez-vous la question. Quand Michael Jackson se retrouve dans sa chambre ou dans son salon, en train d'écrire Billie Jean, est-ce qu'il se dit, cette chanson, Billie Jean is not my love, ok, est-ce qu'il se dit c'est génial? Non, il se dit, voilà, j'écris ça. Après, quand il prend son clavier et qu'il compose les accords et qu'il se dit, ou alors en beatboxing, il fait le rythme et tout. Est-ce qu'il se dit, waouh, ça va être un tube? Non, il fait juste ce qu'il a à faire. Ensuite, quand il se retrouve à chercher les musiciens et qu'il fait ses maquettes, même avec ses frères ou peu importe, tu vois, quand il fait écouter ses maquettes, tu penses qu'on lui a jamais dit, ouais, c'est nul ton truc? Bah, figure-toi que historiquement, Billie Jean, Quincy Jones qui produisait Thriller, il lui a dit non mais ce morceau est nul. Ok. L'intro est trop longue, ça va jamais fonctionner. Ouais. Ok. Voilà. Donc, quand Quincy Jones signe le contrat, c'est avec des conditions. Et puis Michael voulait le meilleur. Ok. Donc, et pareil, je pourrais continuer. Quand la maison de disques signe la coprod, ou je ne sais pas à l'époque s'ils avaient décidé, c'est qu'à partir d'un certain seuil, tu dois céder des droits à la maison de disques. Voilà, il y a tout ça qui fait qu'au bout d'un moment, quand tu es artiste, tu fais ce que tu as à faire, tu y crois, tu vas jusqu'au bout, quitte à céder sur le chemin. Céder tes droits d'auteur, céder tes droits d'édition, pour que le projet arrive dans tes oreilles. Et dans les oreilles dans l'oreille de quelqu'un qui est dans un petit village à Paris ou en Martinique, tu vois, et qui découvre Michael Jackson. Donc ça veut dire qu'il a tellement cru au projet, il a tellement fait de concessions que c'est arrivé à tes oreilles et il l'a fait pour toi. Il ne l'a pas fait que pour lui. Et en général, c'est ce genre de personnes qu'on retient, que l'histoire retient, c'est les gens qui ont apporté aux autres. Voilà, point. Et en fait, je pense que c'est que ça. Ouais. C'est que apporter des solutions. Et c'est vrai que c'est ça. L'entrepreneuriat, c'est ça. Donc, c'est vrai que depuis tout petit, j'ai dit à ma mère, je ne veux pas travailler. Et je comprends aujourd'hui ce que j'ai voulu dire à l'époque. Parce que pour moi, on n'est pas sur Terre pour travailler, on est sur Terre pour servir. C'est puissant. Hein? Pour servir et puis servir les gens comme tu veux les servir. Quelqu'un qui vient nettoyer mon appartement, par exemple, tu vois, elle me sert. Et je suis bien content de l'avoir. Et puis si elle s'arrête pendant 3 semaines, t'es mal. Hein. C'est ça. tu vois, donc on a besoin de tout le monde. Voilà, et même, comment dire, j'allais dire, il n'y a pas d'espace-temps, même dans le temps. Aujourd'hui, si Léonard de Vinci ou Mozart ou Beethoven n'avaient jamais existé, tu n'aurais pas eu les tableaux que tu as chez toi, ou le design que tu as, tu vois, le design que tu as. Parce que ces personnes ont apporté quelque chose. Donc, ils ont servi l'humanité. Elles ont servi l'humanité. Même sur 1000 ans. Tu vois ce que je veux dire? Oui, clairement. Et tu sais, il y a Tupac qui disait que ce sera peut-être pas lui qui fera que le monde changera, mais il influencera la personne qui fera un changement dans ce monde. Exactement. Et c'est ça la puissance. C'est l'histoire du colibri. Tu contribues. Absolument. Tu contribues, t'impactes. Quoi que tu fasses. Hein. Ouais. Donc, si tu contribues vers le bas, tu vas inspirer des gens négatifs. Si tu contribues vers le haut, tu vas inspirer des gens vers le haut. C'est puissant. Donc, on peut vivre de la musique. Donc, bien sûr. Il y a plein de choses. Faut être créatif, il faut se bouger, on peut vivre de son travail, du moment qu'il est bien fait. Ah, c'est pas la même chose. Ça peut être la musique, ça peut être le théâtre, ça peut être la peinture, ça peut être… Voilà.
Picasso, par exemple, c'était un très 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 bon vendeur. C'était un très bon marketeur. Incroyable. Ah ouais. J'ai eu des choses sur lui, hein, incroyable. Incroyable. Il était toujours au bon endroit au bon moment. Ouais. Tu vois. Ouais, incroyable. Picasso, je sais qu'il prenait des gens pour faire les peintures, tu vois. Il déléguait, voilà. Oui, il déléguait. Tu vois, comme Michel-Ange, comme les grands, ouais. Et il disait non, mais écoute, moi j'ai juste les contrats, puis après je mets des gens pour les faire pour moi et je touche 20 000 balles comme ça par livraison. C'est ça. C'était devenu une multinationale, une entreprise. Là, au bout d'un moment. Il avait franchisé. Donc, tu vois, même on lui avait demandé, non mais pourquoi est-ce que vous facturez aussi cher pour un dessin, vous avez juste gribouillé ou fait juste une croix. Il a dit ouais, non mais j'ai mis 30 ans à apprendre à faire ça en 2 minutes. Exact. Et c'est là que tu vois aussi la puissance de l'artiste en fait. Absolument. Tu vois que c'est pas juste tu as chanté une chanson pendant 3 minutes ou tu viens performer pendant 3 minutes, ça fait 10 ans que tu es en train de travailler tous les jours ton... Ouais, toute la partie immergée de l'iceberg, c'est pour ça que je te disais tout à l'heure que quand on voit les gens à la télé, on se dit que c'est ça. Ça, c'est juste la partie émergée de l'iceberg, ça. C'est juste la finalité. Mais pour en arriver là, il y a tout un travail derrière. Je voudrais qu'on parle un peu de Racine des Arts. Allez, mon bébé. Ah, ton bébé. Ah bah c'est beau, on va parler de ton bébé. Comment est-ce qu'il va? Il va super bien, il a 8 ans, il court partout, il est super content. C'est super, l'école ça va? Non, c'est super. Bon, t'es directeur d'une école? Yep. Pourquoi est-ce que tu crées ton école à toi? Pourquoi est-ce que tu n'as pas voulu rester juste dans cette école dans laquelle tu avais été embauché? Ok. Alors là, tu me parles de l'école d'art. L'école d'art. Alors l'école d'art, c'était il y a hyper longtemps. Donc après cette école, je suis parti vivre de la musique justement dans le sud. Et on a vécu 6 ans ensemble en tournée. On faisait 300 dates par an. C'était tout le temps des piano-bars, des concerts, des choses comme ça. Et puis je reviens à Paris, je travaille avec on va dire des personnes connues, des stars. Tu as des noms à citer? Philippe Laville, j'ai travaillé avec les musiciens de Cassave, j'ai travaillé avec... Qu'est-ce qui me vient? Tu as travaillé avec Yohan Frégé également? Yohan Frégé. En fait, j'ai composé une chanson pour lui, pour son album, qui s'appelle Un Dieu très ordinaire. Yohan Frégé, gagnant de Voice. 2014. Ouais, je crois que c'était la 2e édition. Voilà. C'est qui est un super chanteur. Et puis voilà, j'ai travaillé avec le chanteur des Daft Punk, j'ai travaillé avec Gino Wine. Voilà, ça c'est pour le chanteur des États-Unis, Gino Wine. Ouais. D'accord, ok. Et voilà, ça c'était plus à l'international. Et puis j'ai fait du blues dans des piano-bars avec de la salsa, du reggae, du zouk. Voilà, Tania Saint-Val, Zouk Machine. C'était vraiment une époque où des dessins pris dans le truc plus traditionnel, plus pays, quoi. Et puis j'ai monté mon groupe à la fin parce que le métier m'avait épuisé. Je disais oui à tout et ça m'avait épuisé. Donc c'est au moment où j'arrête et je décide de travailler avec une personne qui soit alignée avec que boum, je rencontre Benjamin Diamond, ex-chanteur des Daft Punk justement. On fait le tour du monde ensemble. C'était la plus belle époque de ma carrière, quoi. Waouh. Et qu'est-ce que vous avez fait ensemble? J'ai participé à ses albums, j'ai participé à un de ses clips. On a travaillé aussi en studio sur sa voix. C'est lui qui est décédé? Non. Je crois, j'avais cru voir qu'il y avait un chanteur des Daft Punk qui faisait les voix qui était décédé. Non, je pense pas. Okay. Non, je pense pas. Il faudrait que je l'appelle pour voir. Là, tu m'annonces un truc là. J'espère que c'est pas lui. Ah, ce serait regrettable. Et donc voilà, on a vécu de super moments ensemble. Et puis ensuite, le groupe s'est séparé, on a arrêté. Et puis donc, au bout d'un moment, j'ai fait un burn-out. J'étais épuisé et au bout d'un moment j'ai fait d'autres choix. J'ai monté mon groupe aussi, on a fait des tournées et donc après ça j'ai dû arrêter totalement et vraiment quand j'étais au fond du fond, j'ai pris une décision et je me suis dit bon, là ça ne va plus. J'étais dans un état de burn-out, de dépression
telle que mon corps brûlait, Ouais. j'étais mal physiquement. Ouais. Donc j'avais des douleurs articulaires de partout. Et j'ai dû faire des analyses, voir des médecins, rien sur le papier. Je n'ai rien sur le papier. Et donc c'est comme ça que j'ai dû me reprendre en main. Et j'ai décidé de me faire accompagner par un coach dans le cadre d'un centre de formation. Et c'est comme ça que j'ai découvert le coaching. Attends, mais quel genre de coach t'a accompagné? À l'époque, Oui, un coach en quoi? ben justement, c'était des coachs en... Comment je pourrais dire ça? C'était des anciens artistes reconvertis en conseillers, quoi. Et en fait, il y en avait 2 parmi eux qui étaient des coachs de vie, quoi. Mais c'est pas vraiment des coachs de vie puisqu'ils nous accompagnaient aussi sur le plan business, tu vois. Donc à l'époque, le coaching, c'était pas très connu en France. Et c'est en faisant un exercice et l'exercice était très simple, c'est quel est votre projet dans un an, qu'est-ce que vous aurez créé? Et c'est là où j'invente une école. Et je me dis, j'ai déjà donné des cours dans une école d'art privée, j'ai déjà donné des cours de batterie, je suis chanteur, je peux donner des cours de chant avec tout ce que je sais faire, je peux peut-être faire une école dans laquelle on fait batterie, danse, théâtre, chant, et les gens me posaient des questions. Donc l'exercice c'était ça, tu dois parler de ton projet, qui t'a inventé, les gens te posent des questions en mode vraiment pourquoi je viendrai à ton école, quelle est l'originalité de ton truc et tout, et puis je répondais spontanément comme ça. Et j'avais mis mon téléphone en mode enregistrement. La visualisation. Voilà. Et donc, j'ai enregistré tout ce que je disais. Et c'est cet enregistrement qui est devenu mon dossier, le dossier de présentation de mon école. Ok, donc tu l'as présenté à qui? À une banque? Non, j'ai présenté, au départ, j'ai présenté mon école à des personnes pour parler, parce que je cherchais des locaux, par exemple. Donc, je présentais mon école. Mais de toute façon, à la mairie, aux banques et tout ça, fallait mettre tout ça sur papier, quoi. Et donc, c'est cet enregistrement-là qui m'a aidé à revenir sur les mots que j'utilisais, l'énergie que j'avais pour écrire la vocation de cette école. D'où l'importance de, moi je le recommande vivement tout le temps, de documenter au maximum. C'est que j'ai des images de moi depuis 2006, 2005, 2004, tu vois, et depuis tout petit j'ai plein d'images parce que justement je me dis bon je vais les garder pour voir, tu vois, parce que tu perds jamais le... Quand tu vois une image en fait tu veux pas dire que tu as menti en fait, c'est pur, tu vois, ça a été enregistré dans le moment, c'est spontané. Exact. Et tu pourrais pas trouver meilleur mot en fait. Exactement. C'est top de... Ça fige le temps. Ça fige le temps. Et ça prouve que voilà, tu étais là à cette époque-là, à ce moment-là. Et c'est incroyable. Tu vois, même tu vois tes images, tu te dis attends, ça c'était vraiment moi, j'ai vraiment vécu tout ça. Et tu vois, ça te permet de prendre du recul et de dire que tu avances plus que ce que tu penses. Et oui, on relativise. Et c'est vrai qu'il faut le faire régulièrement. C'est tellement important. Clairement. Tellement important. Donc du coup, tu vas voir les mairies, tu vas voir les banques. Je vais voir les mairies. À l'époque, je ne vais pas voir les banques parce que je me dis, bon voilà, je ne veux pas trop exploser le truc parce que je voulais quand même aussi garder mes week-ends ou si jamais on m'appelle pour une tournée, je voulais quand même garder mes activités d'artiste. Donc je me suis dit, voilà, je vais choisir je vais continuer à faire mes petits concerts, choisir un réseau, communiquer dessus, et c'est parti comme ça. Et c'est justement pendant ce stage que j'ai appris à faire une page Facebook professionnelle avec tous les codes, un dossier de presse, etc. Et c'est comme ça que tout a démarré. C'est comme ça. Et comment est-ce que tu trouves les premiers élèves, ou même les premiers professeurs? Est-ce que tu donnais tous les cours? Je donnais tous les cours. Ah, c'est une semaine de 4 heures, ça. Voilà, je donnais tous les cours et j'adorais ça. C'est vrai? Ouais. Tu donnais des cours de danse aussi? Oui, ça m'est arrivé. C'est incroyable, tu danses aussi? Ouais, ma mère est danseuse, donc tu dois pouvoir te déplacer dans l'espace. Wow. Et voilà, donc Je m'en doutais, vu ta gestuelle, parfois moi je sais reconnaître à certaines gestuelles, mais j'avais pas la certitude. Ouais.
Et donc, ouais, j'ai commencé à donner les cours tout seul. Et puis, au fur et à mesure, j'ai formé, j'ai coaché plein de gens, hein, c'est tous horizons confondus. Et puis, j'ai formé des coachs pour l'école. D'accord. Du coup, aujourd'hui, je prends du recul. Mais ça t'a mis 8 ans. Et là, c'est vraiment la semaine de 4 heures. Ça t'a mis 8 ans, du coup. Ouais. Et 7 ans, ouais. Et les premiers élèves, comment est-ce que tu trouves des élèves pour ton école? Par exemple, ton école, moi, par exemple, qui était une cible, je n'en avais jamais entendu parler. Comment est-ce que tu faisais pour trouver les élèves? Est-ce que tu allais, c'était le bouche-oreille? Est-ce que tu as investi sur la publicité? Comment est-ce que... Alors, il y a eu la phase au départ où je m'exposais, donc j'étais en concert, et les gens qui venaient prendre des cours avec moi, c'était des fans. Voilà. Donc, le fait de s'exposer, c'est super important. Ensuite, j'ai investi sur Facebook, et voilà, donc 1, 2 publications par jour, 3 avec Insta, sur chaque réseau, boum. Et puis, quelquefois, des publicités Facebook pour des événements plus marquants. Et puis, je faisais pas mal de portes ouvertes, d'ateliers gratuits, ce genre de choses. Et c'est quelque chose, d'ailleurs, pour ceux qui vont écouter ou regarder, que tu fais régulièrement et que tes profs aussi, maintenant, vont faire plus à ta place, justement. Yes. Pas mal d'ateliers, les ateliers géants. C'est bien ça. L'atelier géant. Sur différents thèmes, j'ai vu de la guitare, il y a du chant, il y a de la batterie. Ouais, batterie, danse, théâtre. Donc c'est gratuit et ça te permet de voir l'ambiance. Et moi j'ai fait un atelier, j'ai trouvé ça super, c'était un très beau moment. Donc je recommande. Yes, en fait le concept de cet atelier, c'est venez voir de quoi vous êtes capable. Développement. Yep. C'est pas juste, ok, bon, là le but c'est d'atteindre la du troisième. Faire une triple croche sur la batterie ou faire un salto arrière. Non, c'est pas ça. C'est si tu es chanteur par exemple, viens, tu vas faire du chant, mais tu vas faire un peu de théâtre qui va t'aider pour tes prestations scéniques par exemple. Tu vas faire un peu de batterie parce que ça va t'aider pour ton rythme quand tu chantes, etc. etc. C'est hyper intéressant. Ouais. Parce qu'en fait, moi, justement, on parlait tout à l'heure du fait de savoir faire plusieurs choses. Moi, je trouve dommage qu'au bout d'un moment, les gens se renferment dans « je suis ça ». Je suis ça. Non, tu es un être humain. Ouais. Je ne suis pas ce que je fais. Je ne suis pas ce que je fais. Tu me fais tellement plaisir. Oui. Voilà. Donc, le truc, c'est que, comme disait Steve Jobs, on le cite souvent, c'est qu'au bout d'un moment, en prenant du recul, tu comprends qu'en connectant les points, tu te dis qu'il y a un dessin à la fin. Ouais. Tu vois ? S'il n'avait jamais fait la calligraphie, il n'aurait pas pensé le design de Apple. Ouais. Donc, oui, je suis... D'ailleurs, c'est l'un de mes amis, Richard Cross, qui m'a fait la remarque. Il m'a dit, arrête de jouer la batterie et chante ta chanson. Et moi, je chantais en jouant la plupart du temps. Et j'ai testé le truc et il m'a dit, tu vois, quand tu chantes, il y a la batterie. Donc tu n'as pas besoin d'avoir la batterie en plus, parce que quand tu chantes, il y a la batterie quand tu chantes. Et c'est pareil quand je compose. Quand je compose, il y a un peintre. Je pense couleur quand je compose, je pense contraste. C'est Miles Davis qui disait ça. Il disait qu'il pense couleur. C'est un peintre, hein, Miles Davis. Et quand je peins, il y a de la musique. Je peins avec de la musique. Je suis en train de lire son autobiographie d'ailleurs en ce moment. Yeah. Un gars, une vie extraordinaire. Il me fatigue un peu. Hein. À chaque fois, tous les noms de ses potes là, avec lesquels il joue en 46. C'est incroyable. C'est incroyable. mais oui, c'est très. Et c'est vrai que parce que il y a beaucoup d'artistes, tu vois, justement, qui essaient de se cantonner, qui disent ouais, non, mais moi, je fais que ça et je le fais hyper bien, alors qu'en vérité, ça pourrait servir. Et je pense que l'approche que tu as suggérée, c'est vraiment une belle approche qui est de ok, bon, les autres, tu les fais en hobby si tu veux. Mais entretiens le truc, garde le truc, garde ça en toi. Parce que je me suis, justement, quand je te parlais de ma période de dépression, c'est parce qu'à ce moment-là, je me cloisonnais. Je me disais, voilà, tu es peintre, tu es batteur, et on me revoyait souvent cette image-là. Oh là là, j'ai eu des moments où
Tu vois, par exemple, j'arrive en répétition, je ne citerai pas de nom, hein, j'arrive en répétition, je suis à la batterie, et puis je prends un micro et je chante en jouant. Et le chanteur arrive, il me dit, mais t'es pas batteur, toi? Horrible. Tu vois? Ouais. Ah non, je suis pas que batteur. Et je suis ce que je veux, en fait. Je t'emmerde. Et je fais ce que je veux. Et je fais ce que je veux. voilà. Même si je voulais avoir un pinceau, je peux. Ça voulait dire, tu chantes trop bien pour un batteur. Ou ça voulait dire, gars, reste à ta place. Reste à ta place. Et c'était peut-être pas fait avec de la malveillance. Hein. Non, mais c'est des réflexes comme ça. C'est regrettable. Oui. C'est regrettable. Aujourd'hui, du coup, donc Racine des Arts. 8 ans, tu commences à prendre du recul. Quelle est la suite pour Eddie Francisque? Waouh. Déjà, parce qu'il faut qu'on en parle, c'est important. Oui. Tu coaches. Yep. Voilà, tu coaches. Et quand tu coaches, c'est pas que tu donnes des cours de chant à 20 €, tu vois. Non. Sans manquer de respect aux personnes qui le font. Évidemment. Ouais. Tu fais des gros. Enfin, tu apportes des grosses solutions aux gens. Tu peux en parler un peu? Parce qu'en fait, oui. J'ai eu un déclic à un moment donné. Okay. Je me suis... tous les matins, quand je me réveille, j'écris un truc. J'ai toujours une phrase, un quote qui arrive, comme ça. Et un matin, j'écris « Pour qui tu te prends de croire que tu ne peux aider que les artistes ?» Waouh. Et à ce moment-là, je me suis dit « Ah ouais, ok. Effectivement, d'autres gens ont besoin de moi. » Et c'est là où je me retrouvais, quand je me retrouvais dans des immersions, dans des séminaires, des choses comme ça, je rencontrais des gens extraordinaires, des entrepreneurs qui faisaient des choses extraordinaires, mais dès qu'on leur mettait un micro devant la bouche, poum, les yeux retombent, la confiance en soi retombe, la voix commence à trembler. Et je me dis, mais c'est dommage que ce gars-là ait du mal à s'exprimer, à vendre son truc. Et donc, je me suis dit, il a besoin de moi. Et c'est comme ça que j'ai commencé à shifter et à me dire, voilà, je vais ouvrir mon savoir-faire et je vais proposer à des personnes qui sont entrepreneurs, chefs d'entreprise, ce type de personnes. Et c'est vrai que grâce à mon background au niveau coaching, dans le développement personnel et dans le travail sur moi, eh bien, j'ai pu proposer plusieurs offres comme ça à des personnes qui en avaient vraiment besoin. Et je me suis rendu compte que les progressions étaient fulgurantes. Pourquoi? Parce que je passe par l'art. Voilà. Je ne passe pas par la tête, je passe par le corps, la voix, les sensations. Voilà. Et du coup, c'est quel genre d'offre? Parce que tu me parlais d'offre, est-ce que c'est de l'heure? C'est quoi? C'est de l'immersion? Comment est-ce que C'est fini ça, de l'heure. Ok. En fait, ça aussi, ça a été un gros déclic. Je ne travaille plus de l'heure parce que ce que je délivre et ce que je transmets, la promesse que je fais, c'est-à-dire là où j'amène le client, ça ne se mesure pas. Ça se mesure pas en résultat? Ou en termes de quantité de travail ou de quantité d'heures. Parce que quand je vois en 5 heures de coaching, d'un trait, que le lendemain, ma cliente me dit, qu'elle me dise, Eddie, j'ai fait 2 ventes à 6K ce matin, j'ai eu 2 clients, 2 ventes à 6K, c'est la première fois que ça m'arrive. Je fais waouh. Comment tu expliques ça? Ben, ton coaching d'hier, waouh. Alors qu'on a travaillé que sur le corps et la voix. C'est dingue. Parce que on ne se rend pas compte, mais il faut le dire, le redire encore une fois. L'expression non verbale, c'est plus de 80% de ce que tu dégages. Ton corps, c'est ton corps qui parle. Ton corps parle plus que tes mots. C'est vrai. Tu vois? Vrai. Donc souvent, plus de l'heure, quoi. Ben non, souvent il y a des gens qui expriment quelque chose verbalement ou même dans des conférences. On dit des choses, mais le corps peut te trahir. Si c'est pas aligné, ça marche pas. Alors que quelqu'un peut rentrer sur une scène sans parler
et boum, waouh, tu sens l'énergie qui passe, tu vois. Ça, quand tu penses à certains leaders ou même, on parlait de Michael Jackson tout à l'heure, qui lui, il arrive, il fait juste comme ça. Et oui. Et il reste comme ça pendant 5 minutes et il sort. Tu pètes un câble, tu vois. Donc voilà, c'est surtout une question d'énergie. Et quand je parle de la voix, c'est pareil. La voix, c'est un son. Un son, c'est quoi? C'est une vibration. Et donc si tu vibres petit, ben, tu auras des résultats petits. Si tu vibres fort, ben, tu pètes les murs. Waouh. Il suffit que quelqu'un rentre dans la pièce. On l'a tous vécu ce truc-là. Quelqu'un rentre dans la pièce là, et puis cette personne vibre. Même si tu ne la connais pas, tu sens que c'est une personne qui vibre fort. C'est puissant. Quand j'ai travaillé justement avec Gino Wine, le gars, la première fois que je le rencontre, il est dans les loges avec nous, il est assis sur une chaise, tête baissée, il ne bouge pas. Mais le gars, il était dans un sas. Le gars vibrait fort. Et tout ça en mode contenu, quoi. Et boum, quand c'était à nous de passer, on entrait sur scène, je voyais la transformation. J'étais juste derrière lui, je voyais la transformation qui se faisait. Il se transformait en soleil, quoi. Donc tout ce qu'il a condensé dans les loges, il l'a envoyé au niveau, dans le public après. Incroyable. C'est de la vibration. Wow, il y a tellement de choses qu'on pourrait partager avec les gens sur ça. Vraiment. On se rend pas compte, mais franchement, un comédien qui joue un personnage et qui doit rentrer dans son personnage, vivre l'histoire de son personnage et voilà, et communiquer, c'est un skill. Tu vois, un musicien qui travaille son instrument tous les jours, qui fait du 7-8 heures par jour sur son instrument, c'est un skill. Et un musicien de jazz qui improvise au saxophone et qui travaille son improvisation, c'est un skill, l'improvisation aussi. C'est ça, mais rien que le fait en fait déjà de trouver la rigueur, de travailler, peu importe les résultats, hein, juste ok, tu te poses, et tu travailles, mais c'est incroyable et ça inspire beaucoup de personnes. Tu sais que, je sais pas si je t'ai raconté, c'est comme ça que je suis arrivé dans le coaching. Ah bon? C'est comme ça que je suis arrivé dans le coaching, c'est que j'étais à la fac, je montrais constamment ce que je faisais avec la musique, mon parcours, un peu je documentais, tu vois, je montrais, ok, là je vais à la salle de sport pour ça, après là je suis en cours, je fais ci, je fais ça, je fais ça, je suis debout à 5 h du matin pour faire ça. Et les gens commencent à me dire, mais comment est-ce que tu fais pour être aussi rigoureux, pour te lever aussitôt, pour faire autant de choses et tout Et du coup, après, je donnais des conseils, après je dis, non, mais attends, je peux peut-être les aider plus. Et ça s'est fait comme ça. C'est ça. Et j'ai l'impression que ça s'est fait aussi un peu comme ça par toi. Tu n'as pas prévu d'être coach en fait, mais qu'il y a eu des circonstances où tu t'es dit, je peux peut-être les aider et c'est peut-être mon devoir. Absolument. Et puis tu sais, quand les gens de ta famille, tes amis te disent, mais en fait, Eddie, tu as toujours été comme ça. Tu as toujours été comme ça. Tu es là, tu comprends? Ah ouais, effectivement, j'ai toujours été comme ça. Donc si tu veux, aujourd'hui, quand je propose une offre, je pense en termes de résultats humains. C'est-à-dire que c'est le coaching, hein, je te prends d'un point A, je t'amène à un point B, et arrivé à ce point B, mon objectif c'est que humainement, tu aies développé des choses qui te font voir les choses autrement. Quand tu as de la certitude dont je parlais tout à l'heure, tu le sens dans ton corps. Quand tu as ce que j'appelle le big yes, c'est une question de choix, comme je disais tout à l'heure. C'est qu'au bout d'un moment, quand on a du mal à faire des choix, c'est qu'il y a trop de bruit, souvent. Et souvent, on se connaît mal aussi. Donc, quand tu te connais bien et que tu arrives à enlever le bruit qu'on a dans la tête et aussi lever les blocages émotionnels qui nous empêchent d'avancer, eh bien, parce que justement, je dis souvent que je ne fais pas du développement personnel aujourd'hui, je fais de la révélation personnelle. Parce que pour moi, je crois qu'on n'a pas à développer des choses, on a à enlever ce qui gêne. Donc, quand on lève les blocages émotionnels qui nous empêchent de nous exprimer plus, qui nous empêchent, même dans notre business, d'avoir le courage de faire des choses, eh bien, ça avance tellement vite. Et puis, ça fait pas... Enfin, je veux dire, c'est le jour et la nuit. Et il n'y a pas d'espace-temps. Des fois, j'ai vu des progressions en une semaine, parfois en quelques heures.
C'est assez impressionnant. J'ai coaché 2 personnes pour leur TEDx, dont un, je l'ai coaché 2 heures sur ses déplacements et sa posture. Le gars, boum, transformation, quoi. Non, tu vois, donc combien d'heures il faut? C'est comme Picasso de tout à l'heure, tu vois. C'est que moi, j'ai bossé tellement sur moi que quand je suis avec toi dans le studio, ben, je te transmets directement des choses, sans passer par tout le process qu'on nous a inculqué depuis l'enfance. Il faut faire 10 ans d'école, après il faut faire la fac, après il faut avoir le diplôme, etc. Ça, dans le coaching, ça ne se passe pas comme ça. Bah, surtout que déjà on vend des résultats, enfin c'est des résultats, c'est des solutions. C'est ça. Et que faut pas oublier que le temps, bah, c'est juste une unité de mesure qu'on a mis il y a 2000 ou 3000 ans, juste parce que pour que les gens puissent travailler en fait. C'est ça. Tu vois, c'est un truc. Pour régler le peuple, tu sais. Ouais, pour régler. C'est fou. C'est fou. Et puis on arrive aux questions de la fin. Déjà. Moi j'aurais kiffé rester plus longtemps, en vérité. Yes. Mais le bureau là, ils vont venir toquer. Vous aimez bien que c'est 1 heure comme ça, tu vois, les gens ont vraiment de la valeur. Et s'ils veulent découvrir plus, et ben, ils découvriront plus peut-être à une conférence ou un coaching ou un truc. Et il y aura d'autres occasions. Je voudrais que tu me parles du jour où tu as eu l'impression de prendre un risque de fou. Où tu t'es dit, ok, là, je prends un vrai risque, ça se trouve, je vais tout perdre ou je vais tout gagner. Ben, c'était le jour dont je t'ai parlé tout à l'heure, le jour où j'étais en dépression. Et je me souviens, j'étais en train de faire ma vaisselle, je nettoyais une casserole. Et puis, j'ai un schwannome dans l'oreille interne. Qu'est-ce que c'est? C'est une petite tumeur. Ok. Et ça me crée des vertiges constamment. Et je me suis mis à parler à Eddie. Donc tout en faisant ma vaisselle, je me dis, qu'est-ce que tu as? Qu'est-ce qu'il y a? Qu'est-ce qui ne va pas? Pourquoi ce schwannome là dans l'oreille interne? Ok. Oreille, 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 oreille. Écoute. Écoute. Ok. Écoute. Interne. Interne. Ah, écoute toi. Écoute l'intérieur. C'était réglé. C'est-à-dire que tu as passé tellement de temps à ne pas t'écouter que maintenant ton corps brûle de partout, t'es mal en point, quoi. Tout à l'heure, tu disais que tu disais trop oui à l'époque. Yeah, exact. Exactement. C'est une forme d'inflammation, en fait. Tout ça, à dire oui, oui, oui tout le temps, ben, en fait, tu dis non, non, non à lui tout le temps. Et ça, c'est pas possible, quoi. Ton corps, c'est ton temple, c'est ton meilleur ami, quoi. Donc, au bout d'un moment, lui, ben, il a pété un câble. Avec la vie que je faisais mener, c'était pas possible. Donc, à ce moment-là, j'ai pris la décision que j'allais tout faire, tout ce que j'allais faire devait être aligné avec moi. Ça devait être un big yes. Qu'est-ce qui n'était pas aligné avec toi à l'époque? Ben, c'était souvent les oui que je disais à tout va. C'était aussi le fait que je ne m'exprime pas artistiquement aussi. Parce que, comme je te disais, j'avais tendance à cloisonner et je ne me donnais pas la liberté de faire comme je voulais, comme je sentais. Voilà, j'étais entré dans une espèce de raideur, pas rigueur, raideur, obstination. Tu sais. Et de là, j'ai commencé à m'ouvrir, à m'écouter. Et franchement, concrètement, je me souviens encore, j'étais à Miami il était 17h30, quelque chose comme ça, et je sors de l'hôtel et je voulais aller à la plage. Mais j'avais faim. Mais je voulais aller à la plage. Mais le soleil va se coucher. Mais j'ai faim. Mais tu vois, et je me suis assis sur un banc. Je suis resté là une demi-heure. Voilà. Quand tu sauras ce que tu veux vraiment. Voilà. Donc, je ne voulais pas me mettre en mode speed. Tu vois, ben, mon corps a dit quoi? Tu vas manger, point. La nuit est tombée, j'ai mangé tranquille, et puis j'ai pas fait de bain, je suis rentré à l'hôtel et tout était bien, tout était ok. Depuis ce jour-là, je fais en sorte que je m'écoute. Et ça peut m'arriver encore aujourd'hui. Je dis n'importe quoi, mais indien ou chinois? Ok, tu sais pas? Attends. Tu vas savoir. C'est bien. Et quand je sais, boum, j'y vais. Et tu vas pour de vrai. Et j'y vais pour de vrai. Ça, c'est bien. Parce que tu sais, on peut trop avoir le défaut. L'indécision, je pense pas que ça soit une bonne chose. Ah ben, et pourtant, on est souvent indécis. C'est vrai,
Tu sais, moi parfois je suis un peu feignant, je dis carrément vas-y, prends, vas-y, chinois ou. Ouais, ça c'est la flemme. Ça c'est clairement de la flemme, tu vois. Mais je me dis, mais bon, ça c'est ok aussi. Hein. De mettre de l'énergie, du cerveau ça, comme ça. C'est ça. Et souvent, parfois on est pris dans ce piège-là. C'est-à-dire qu'on croit que. On croit qu'on fait un choix, mais en fait, c'est une habitude de flemme qu'on a installée et on choisit par défaut. Non, parfois c'est je ne veux ni chinois ni indien, hein, ni l'un ni l'autre. Ok. C'est tout. Ok, ce sera autre chose. Et même si je ne sais pas aujourd'hui ce que c'est, ce sera autre chose. En tout cas, c'est ni ça ni ça. Ok. Tu vois. Pas par défaut. Non, parce que tu vois, comme je dis, tu m'as sûrement déjà entendu dire ça dans mes vidéos, respecte ton art. C'est ça. Respecte ton art, ça veut dire honore-toi, honore tes talents, honore qui tu es, écoute-toi, c'est aussi la même chose. Donc, pour répondre à ta question, à ce moment-là, je prends la décision de prendre un risque, le risque de m'écouter quoi qu'il arrive. Quoi qu'on pense, quoi qu'il arrive. Et on est nombreux comme ça, dans ce cas, à avoir la peur de la critique, peur du jugement. On a tendance à faire comme on nous a éduqués, par loyauté. Je vais être avocat comme papa, ou je veux faire, tu vois, par loyauté, on fait des choses. Ou alors on a des shadow dreams, comme je les appelle. On a un rêve, mais ce n'est pas le nôtre. Ou c'est un rêve intermédiaire, parce qu'on n'ose pas rêver grand, tu vois. Donc non, aujourd'hui c'est fini. Je prends le risque. Comme ce que je vais proposer aujourd'hui dans mes offres. Aujourd'hui, je m'adresse à des entrepreneurs, des chefs d'entreprise, des coachs et des conférenciers. Je les amène sur scène. J'ai pris la décision de créer une offre pour ces gens-là. Et clairement, là, ça va s'appeler la résidence. Clairement, je les prends, je les amène en résidence. On est en immersion et on travaille sur ton projet de A à Z. C'est top. Donc le nom est bien choisi. Yes, merci. Cool. Non, c'est cool. Donc là, ça a été ton risque. Ouais. Et là, pareil, hein, tu changes de cible, tu changes de clientèle. Il faut aller vers des gens que tu ne connais pas, ce n'est pas les mêmes vibrations, il faut s'adapter, etc. Mais c'est excitant et c'est pour ça qu'on entreprend aussi. Exactement. Ouais. Un entrepreneur, pour moi, et je le dis face caméra, un entrepreneur, pour réussir dans l'entrepreneuriat, c'est persévérance. Et 2, pas moins bien que 2, adaptabilité. Voilà. Donc adaptabilité dans le sens pivoter. T'adapter à ton environnement. C'est une forme d'intelligence. C'est une forme d'intelligence. Okay. Si tu veux t'adresser à des entrepreneurs, tu dois être comme eux. Savoir qui ils sont, comment ils fonctionnent. Voilà. T'immerger. Wow. T'adapter. Est-ce qu'il y a eu un jour où tu as eu un momentum où tu t'es dit, ok, là, qu'est-ce qu'il y a? Là, je suis arrivé à quelque chose, qu'est-ce qu'il y a? Qu'est-ce que, tu vois, un peu là, tu deviens même bête, tu deviens un peu arrogant, tu deviens un peu Mohamed Ali, tu vois, tu deviens, ah ok, vole comme le papillon, pique comme l'abeille. Ouais. Alors, ça dépend. Est-ce que c'est en mode je veux atteindre un objectif? Non, un jour où tu as atteint quelque chose, tu as réussi. Moi, je me rappelle que c'était pour mon bac, tu vois. À l'époque, je me disais, tout le monde disait que j'allais pas passer le brevet. Et quand j'ai eu mon bac, avec mention et les félicitations, tout ça, tu vois, j'ai fait ah, ok, qu'est-ce qu'il y a? Je suis le roi du. Bien sûr. À faire du trash talk. Est-ce que tu as eu un. Alors, c'est pas dans mon tempérament parce que je suis plutôt introverti et tout ça. Ouais. Et je me souviens du jour où je vivais dans le sud à l'époque et j'étais pas bien, je déprimais. Et je me demandais qu'est-ce que je vais faire, est-ce que je vais continuer dans la musique. Et j'appelle mon ex-collègue avec lequel j'avais créé l'école d'art et je lui parle, je me confie à lui. Et il me dit, tu as quand même un diplôme, tu as eu ton prix du conservatoire avec félicitations. Tu as travaillé 3 ans avec moi dans une école alors que tu n'avais pas de sous, tu n'avais rien, tu es devenu directeur d'une école. Tu as quitté Paris comme ça, avec ta batterie, tu es arrivé dans le sud et aujourd'hui tu tournes avec l'un des meilleurs groupes du coin et tu déprimes. Et tu me dis que ça ne va pas. Ça m'a permis de vraiment réaliser que j'ai fait des choses. J'ai fait des choses. Il ne faut surtout pas oublier d'où on vient. D'où l'importance de documenter et aussi d'avoir des gens autour de toi. Ouais, exactement.
d'avoir des gens autour de soi bienveillants. Toujours. Donc ouais, ça a été une étape parce que souvent les introvertis ou les personnes qui ont la tête dans le guidon, on a tendance à voir que le problème. Ok, donc le truc, c'est vraiment trouver quelqu'un qui va vous aider à prendre du recul, à voir les faits. Voici les faits. Par rapport à l'histoire que tu te racontes, voici les faits. Et les faits sont bons. Donc, vas-y quoi. Aujourd'hui, ça a changé. Aujourd'hui, je signe un gros contrat. Je m'offre une chambre d'hôtel, je me casse, tu vois, je m'offre quelque chose. C'est aussi ça, respecte ton art. Voilà, quand je réussis quelque chose, je célèbre. T'as bien raison. Bah, c'est parfait, c'est parfait ce que tu fais parce que le podcast s'appelle La Percée. Boum. Voilà. Donc on parle de célébration, tout ça. Yes. Quelle est ta définition de percée? De percée? Tu sais, quand le mot suggère que le laser dont on parlait tout à l'heure, le mot suggère qu'à un moment donné, il y a un obstacle, un mur. Le mot suggère qu'à un moment donné, tu dépasses l'obstacle. Okay? Tu passes de l'autre côté. Percer la ligne adverse. Yeah, par exemple, tu vois. Eh bien, pour moi, la définition, enfin pour moi, la manière dont je l'entends, c'est se dépasser soi-même, avant tout. Tu sais, le coureur, l'athlète qui bat ses records à chaque fois. Qui bat ses records. Mais tu sais comment on reconnaît le gars qui ne va pas faire long feu dans sa carrière? Non. C'est celui qui, quand il passe la ligne d'arrivée, même s'il est premier, il regarde où sont les autres. Celui qui va faire une longue carrière, c'est celui qui regarde ni à gauche ni à droite, il bat son propre record. C'est ça pour moi la percée. C'est-à-dire que tu arrives à dépasser l'ancienne version de toi, et puis tu avances comme ça. Et c'est tellement plus sain aussi. C'est tellement plus sain que de se comparer aux autres, que de vouloir faire comme eux, ou regarder ce que tu concentres sur toi, et tu te bats pour devenir la meilleure version de toi-même jour après jour. Et au bout de 1 heure, 2 heures, 1 an, entre 2 ans, 10 ans, mais c'est... C'est ça. Et c'est ce que je dis souvent dans mes ateliers, ne te compare pas aux autres, mais à toi-même. C'est parfait. Parce que tu ne sais pas qui est en face de toi, tu ne sais pas qui est cette personne. Tu ne sais pas d'où elle vient, tu ne sais pas où elle veut aller. Clairement. Voilà. Elle n'a peut-être pas les mêmes objectifs que toi du tout. Clairement. Voilà. Et est-ce qu'il y a quelqu'un, justement, vivant, pas vivant, que tu connais pas, qui incarne parfaitement cette définition de la percée? La première personne qui passe par la tête. C'est Bobby McFerrin. Ok. Donc, je ne sais pas pourquoi. Don't worry, be happy. Bobby, don't worry, be happy. Entre autres. Entre autres. Mais tu sais que c'est un grand chef d'orchestre, tu sais que c'est un grand compositeur. Ce mec, il m'impressionne parce que tu sais qu'il était saxophoniste. Je savais pas. Il s'est fait casser les dents en sortant d'un piano-bar. Et c'est comme ça qu'il a abandonné le saxo. Donc adaptabilité. Il est devenu chanteur, mais pas un chanteur atypique. Ouais, le gars, il fait des sons, il fait le rythme lui-même, il fait les body, tu vois. Ouais. Et voilà, c'est sa diversité. C'est un artiste complet. Sa sensibilité, sa vision. La vision. Pour moi, ça fait quelqu'un comme lui, et puis comme tous les grands qu'on a cités tout à l'heure, Miles Davis, Picasso, Beethoven, tu vois, tous ces grands-là. Je mets de côté les personnes qui étaient plutôt, on parlait de l'autre fois des personnes du 19e siècle où c'était cool, la période romantique. Oui, quand j'étais à Los Angeles. voilà, vous parlez de ça. Voilà, donc la période où c'était cool de souffrir. Oui. C'est encore imprégné en Occident. Mais, mis à part ça, c'est vraiment l'idée, c'est vraiment se dépasser soi-même, aller plus loin, sans se préoccuper de ce que pensent les autres. Eh ben c'est parfait. Bah écoute, avant de clôturer, je voudrais vraiment te féliciter déjà pour ton adaptabilité, puisque c'est toujours inspirant, tu vois, de voir des personnes qui font ce qu'elles veulent en fait, tu vois, qui ne se laissent pas limiter, définir par les autres, tu vois. J'ai envie d'être bassiste, j'ai envie d'être batteur, j'ai envie d'être chanteur, d'être comédien. Ta valeur la plus haute, c'est quoi? Pardon? Ta valeur la plus haute, c'est quoi? Ah, donc c'est toi qui me poses des questions? Oui, j'ai envie de savoir. Ma valeur la plus haute? Waouh! La bienveillance. Top. La bienveillance. Yeah. Ma valeur la plus haute, c'est la liberté.
Je pense que c'est tous notre valeur la plus haute en vérité. La liberté, tu veux dire? Je pense. Les gens veulent pas de l'argent. Ils veulent être libres. Eh oui. Ou être aimés. Eh oui, c'est ça. Donc tu vois, bienveillance et l'amour. C'est ça. Et... La liberté, c'est les deux. Donc c'est les deux jambes d'un même personnage qui veut avancer. Incroyable. Voilà, bienveillance, liberté, bienveillance, liberté. Bienveillance, liberté. Non, c'est ça. Et même parce que si on vivait dans un monde où tout le monde était libre, sans bienveillance, ce serait chaud. Ce serait chaud. Ça n'a pas très bien fonctionné. Ah, ça peut très mal fonctionner. Nous tout à l'heure, ça n'a pas très bien. Ça leur a pas réussi. Ni l'humanité non plus. Mais mais non, vraiment pour l'adaptabilité, aussi pour la générosité. Quand tu es professeur, quand tu es coach, parce que tout le contenu que tu crées, c'est du contenu que en vérité, tu apportes plus de valeur aux gens que ce que tu charges. C'est ça. Et aussi, tu aides plus de gens gratuitement que ce que tu charges également. Tu vois. Donc, tu apportes de la valeur et tu sais très bien ce que tu fais. Moi, je trouve ça toujours remarquable, les gens qui juste partagent, tu vois. Partagent. Et félicitations pour ça. Merci. Et quand on partage beaucoup, on apporte beaucoup de valeur. Et quand on apporte beaucoup de valeur, les gens veulent travailler avec toi. En parlant de travailler avec toi, les gens qui veulent travailler avec toi, comment ça se passe? Parce que maintenant, tu vois, je suis aussi un peu un marketeur, tout ça. Est-ce qu'elle ne ferait pas un petit lien, je ne sais pas, pour en bas du podcast, et les gens qui veulent te suivre, ils auront une page avec toutes tes infos, tous tes trucs, et je sais pas, après, ils viennent et on voit quelque chose comme ça, ou quelque chose que tu aurais spécial à proposer pour les auditeurs de La Percée? Ben écoute, moi ce que faut voir avec Cathy. Tu connais. On va dire ça, c'était pas voulu. Ouais, en fait, voilà comment je fonctionne. On prend rendez-vous, on s'appelle, on se fait un rendez-vous Skype ou par téléphone, et puis je vous offre ce rendez-vous. Puis on peut discuter pour clarifier votre vision. Vous pouvez me poser la question qui vous vient, c'est avec plaisir. Ceci dit, pour la page où on va mettre tout ce que je fais et tout ça c'est en cours, yes, et ça va être dans le prolongement de la résidence dont je parlais tout à l'heure. Mais c'est une très très bonne idée. On est là pour apporter des idées également. Yeah. Bah merci. À plus tard, Eddy. Bon, c'est très bizarre de checker comme ça, mais j'ai fait. C'est dans la boîte. N'abandonne pas.